Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite en ce vendredi 17 janvier et à la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Qui est votre invité dans le journal? Laurent Manoury est membre du Césaire au Conseil régional des Pays de la Loire. Qu'est-ce que le Conseil économique, social et environnemental et dans quelle mesure il s'est positionné contre les coupes budgétaires de 82 millions d'euros votées en décembre? On en parle avec lui. Et dans la suite, on fait un voyage à vélo. Avec le coordinateur du 38e Festival international du voyage à vélo au Palais des Congrès du Mans, les 8 et 9 février prochains, Thierry Mourlane va nous transmettre sa passion. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans cette édition du vendredi 17 janvier avec au sommaire des drones de plus en plus utilisés. Dans le bâtiment ou dans les métiers de la sécurité, raison pour laquelle le lycée Funet Hélène Boucher souhaite intégrer l'enseignement de l'usage de ces technologies dans son offre d'apprentissage au Mans. Et puis, direction le barrage de l'Épau pour faire le point sur les travaux qui vont améliorer les qualités de l'ouvrage. Mais on ouvre ce journal avec l'événement sportif de ce début d'année, Laure. Oui, si vous étiez connecté aujourd'hui, vous le savez déjà, le Mans FC affrontera le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Coupe de France le mardi 4 février en soirée autour de 21h10 à 21h10 au stade Marie-Marvin. Il sera diffusé également ce match sur France Télévisions et Being Sport. La dernière fois que Paris est venu au stade du Mans, c'était en 2019 pour la Coupe de la Ligue et le Mans s'était incliné 1-4. Mais aujourd'hui, tout est possible. C'est la magie de la Coupe de France, vous le savez. Alors, si le club est très content de cette belle fête en perspective, le coach a tenu à rappeler qu'il fallait procéder par étapes et que la prochaine étape, c'est le match contre Concarneau au stade Marie-Marvin ce samedi à 19h30 en championnat national. On écoute Patrick Videra, le coach, au micro d'Alexandre Ferrer. C'est une bonne chose pour qu'on puisse parler du Mans aussi. Après, je ne vais pas être très marrant. Je vais vous dire, voilà, il y a un match qui est important qui arrive pour nous, qui est Concarneau, mais on aura le temps de le préparer et de pouvoir y travailler dessus, mais simplement dans 3 semaines. Ce que je vais surtout dire, et c'est un peu ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'on a 3 matchs importants, notre quotidien, le championnat. Mais c'est vrai, en tant que coach, au niveau de la motivation, jouer ces matchs-là, ça va être très facile de les préparer. Autre info, les 24 heures du don du sang qui devaient avoir lieu le lendemain, le 5 février au stade Marie-Marvin, sont maintenues à cette date. Mais pour des questions d'organisation, elles changent de lieu. Nous connaîtrons ce lieu mardi prochain et nous ne manquerons pas de vous le transmettre, bien sûr. Un procès au retentissement national s'ouvre ce lundi au Mans. 14 pharmaciens sarthois vont comparaître en audience correctionnelle au tribunal judiciaire du Mans dans le cadre de l'affaire dite du laboratoire Urgo. Un scandale révélé par Mediapart en décembre 2023 qui implique pas moins de 8000 professionnels de santé en France. Plus de 55 millions d'euros de cadeaux et d'avantages en nature leur ont été distribués par ce laboratoire Urgo durant 6 ans, ce qui est illégal et qui a déjà conduit le laboratoire à une condamnation par le tribunal de Dijon. Toujours au Mans, visite de chantier au barrage de l'Épau. À la Maison de l'Eau, précisément, l'ouvrage d'art fait l'objet de travaux de restauration depuis juin dernier. Et il n'est pas que joli pour les promeneurs, même si c'est très joli, il a aussi plusieurs fonctions et il est utile à plus d'un titre, comme l'a constaté Alexandre Ferrer. Le barrage de l'Épau fait peau neuve. L'ouvrage vieux de près de 100 ans nécessite de nombreux travaux de restauration. L'une des pièces maîtresses, le clapet, entièrement automatisé. Le système s'abaisse à chaque montée des eaux et laisse circuler les sédiments. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on puisse effectivement ralentir le cycle de l'eau et faire en sorte aujourd'hui que l'eau, plutôt que de rejoindre très rapidement et trop vite nos cours d'eau, puisse s'infiltrer et gagner effectivement nos milieux naturels et nos milieux humides pour faire en sorte que là aussi, on puisse retrouver un biotope et une infiltration, que cette eau qui s'infiltre en hiver puisse effectivement aussi servir les milieux en période estivale. L'enjeu est aussi de conserver son aspect patrimonial avec la rénovation de ces roues à aubes, âgées de 118 ans. Les roues à aubes de type Sache-Bien ne sont pas répandues, encore moins dans cette ampleur-là. Et c'est toujours une complexité dans le sens où c'est des technologies qui sont plus existantes, où on doit aussi prendre le soin de lier à leur âge.
Et typiquement, d'une rénovation d'une roue en bois, c'est quelque chose qui se fait moins aujourd'hui, quoi. L'édifice fait aussi place à une passe à poissons, éclairée par un puits de lumière naturelle, ainsi qu'un système d'hydroélectricité. Avec les nouvelles roues à aubes qui ont été réparées, réhabilitées et même recalculées pour être plus efficaces, on va produire moins d'1 gigawattheure par an, mais ça va nous permettre d'avoir de l'électricité qu'on va autoconsommer directement pour produire l'eau avec l'usine de l'eau. Un chantier de 4 millions d'euros financé par la métropole, la région et des fonds européens. Sa mise en service complète est prévue pour le 3e trimestre 2025. On passe à l'invité de notre journal, Laurent Manoury, conseiller au Césaire Pays de la Loire et coordinateur régional Association Culture du Cœur Pays de la Loire. Merci d'être avec nous, Laurent Manoury. Je précise tout de suite que vous êtes donc l'un des conseillers du Césaire. Le Césaire, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes représentant du pôle patrimoine. Commission 6, c'est culture, patrimoine, sport, tourisme, vie associative. On est dans ce thème. Alors, c'est quoi d'abord le Césaire d'un mot ? Le Césaire, c'est la 2e chambre de la région, dans différents niveaux de collectivité, que ce soit au niveau national, on a le CESE qui va intervenir au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, on a au niveau européen aussi un CESE qui existe, et en région, donc le R, ça vient du niveau régional, c'est une chambre avec 120 conseillers qui sont désignés, qui représentent des organismes désignés par le préfet de région, donc on a 60 organisations qui sont représentées dedans, avec trois principaux collèges. Le collège 1 qui va représenter l'entreprise et l'économie, le collège 2 qui va représenter les syndicats des salariés, le 3e collège plus les têtes de réseau associatifs dans différents domaines, l'environnement, la culture, la santé, le social, l'éducation. Des mondes qui ne se parlent pas forcément dans la vie, mais qui là travaillent collectivement en vérité. C'est un petit peu de l'intelligence collective là qui se pratique. Ça, c'est qu'ensuite, une fois qu'on intègre le Césaire au sein d'un de ces collèges, on choisit les commissions dans lesquelles on souhaite appartenir. Donc moi, je vais être dans la commission 6, qui est équivalent commission 7 régions sur la culture, le patrimoine et la vie associative. Mais en même temps, je suis associé à la commission 5 sur l'éducation. On choisit soit ces commissions qui correspondent un petit peu à l'organisation de la région pour qu'on puisse avoir un avis, notamment sur la politique budgétaire. Et en même temps, on a des groupes de travail transversaux sur l'international, sur je vais participer au groupe Égalité Hommes-Femmes. Enfin voilà, on a différents groupes qui sont des groupes d'appui. Et on brainstorm. Et on travaille ensemble, puisque ce qui compte sur le Césaire, c'est d'avoir un avis du Césaire est intéressant s'il est partagé par tout le monde. Là, on a un avis de la société civile qui est unique et qui peut être pris en compte. Si on a 50% pour et 50% contre, l'avis a peu d'incidence sur sa lecture par les politiques derrière. On va revenir au vote du budget le 19 décembre dernier. On en a énormément parlé, amputé de 82 millions d'euros, notamment dans le monde de la culture, du sport, de l'économie sociale et solidaire. Le Césaire a rendu un avis avant ce budget. Oui, c'est-à-dire que le Césaire a 2 modes d'action. Soit va réaliser des études de prospective de son propre chef, commission par commission ou à la demande de la présidente de région, et doit donner son avis sur chaque séance budgétaire. Donc avant chaque séance, on a un rapport qui est à la fois l'expression collective de l'ensemble des commissions et puis des prises de parole au nom des organisations, si on a des choses à ajouter en complément de cet avis commun. Quel était le positionnement du Césaire et est-ce que vous avez pu dialoguer avec la majorité avant ce vote du budget ? Alors, on a une présentation très rapide des éléments de budget. On avait une séance déjà antérieure au mois d'octobre qui nous donnait certains éléments, mais qui n'étaient pas du tout de la même ampleur que ce qui nous a été présenté au niveau de budget. Concrètement, on a le président de la commission des finances, donc Laurent Dejoie, qui nous présente les données du budget. On l'a reçu en général le vendredi soir, on a travaillé un peu pendant le week-end pour préparer. Et là, chaque commission se réunit 3 fois pour émettre son avis de commission. Et il y a un groupe d'appui budget qui synthétise l'ensemble pour présenter, faire le rapport d'avis budgétaire. Donc c'est énormément d'éléments à retrouver. Et puis, sachant qu'il faut savoir lire ce budget, des documents font plus de 500 pages.
Et on n'a pas forcément tous les niveaux de détail. Il faut mettre ça en relation avec les documents donc c'est finalement assez précédents. Rapide, enfin, c'est très concentré comme travail. Très peu de temps pour le faire. Donc là, il y a vraiment une grosse mobilisation des ressources. Là, il y a eu un tel impact de ce budget sur l'ensemble des organisations qu'on a été bien évidemment beaucoup plus attentif dans le détail. Et là, il y a eu un avis très, très critique, tant sur la manière dont sa précipitation est dans le contexte. Là où on aurait pu voter le budget jusqu'au mois d'avril, si vraiment on avait voulu attendre un peu de voir l'évolution du contexte national. Beaucoup de collectivités les ont décalés. Le département de la Sarthe, par exemple, va le voter probablement en février-mars. C'est ça. Donc là, il y a vraiment cette dimension qui était l'urgence un petit peu de la situation politique qui a évolué au fil du temps où se préparait ce budget. Et un des points qui a été soulevé par le Césaire, c'est justement une incompréhension de cette non-concertation. Là, on a travaillé une étude à la demande de la présidente sur l'intelligence artificielle, par exemple, cette année. On aurait pu tout à fait travailler sur l'évolution et l'adaptation du modèle économique ou des acteurs qui sont aujourd'hui touchés dans ce sujet. Alors justement, on le disait, vous êtes également coordinateur régional d'une association qui s'appelle Culture du Cœur, qui œuvre, c'est un réseau national mobilisé pour l'accès aux pratiques culturelles en faveur des plus vulnérables. C'est comme ça que c'est présenté, en tout cas sur le site du réseau. Vous êtes au cœur d'associations culturelles et d'éducation populaire en Sarthe, en Pays de la Loire. Vous voyez déjà des effets à court terme sur ce vote de budget, très concrètement? Alors, on a déjà le premier niveau. En fait, dans ce budget, alors, ça dépasse le champ de la culture. On peut parler vraiment du champ associatif et de l'économie sociale et solidaire en région. Il faut se dire que c'est un salarié sur 10 qui travaille dans une association. C'est plus de 600 000 bénévoles qui permettent d'animer ces associations, mais ces associations, sans salariés, ça ne peut pas agir et répondre, on va dire, aux objectifs un petit peu dans différents domaines, que ce soit la santé, le social, la culture, le sport, à des missions d'intérêt général, ce qui justifie leur soutien à différents niveaux par des collectivités, soit sur des compétences spécifiques à une collectivité, soit sur des compétences partagées. Donc là, moi, ce que j'observe, en tout cas sur le rôle de Culture du Cœur, on fédère des acteurs culturels et des acteurs sociaux, où on a directement des structures qui sont en crise. Là, on voit les missions locales qui perdent 3 millions au niveau de la région. J'étais en ligne avec le directeur de l'école de la seconde chance de Laval avant-hier, qui perdent 30% de leur budget. Ils ne savent pas si l'école de la seconde chance va pouvoir se poursuivre sur 2026. Au niveau des pôles culturels, nous, on fédère tous les acteurs, aussi bien entreprises que associatifs ou des collectivités qui agissent dans la culture. Sur les 6 pôles, 2 ont déjà annoncé la suppression de leur équipe salariée. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça va être délétère pour l'emploi, clairement, en Pays de la Loire, et pour l'économie d'une certaine manière. Directement sur l'emploi, les simulations. Alors, au niveau des pôles culturels, on a fait une étude avec 700 répondants qui a fait apparaître directement 2400 risques de suppression de postes. Au niveau plus global, intersectoriel, ça a été mené par le mouvement associatif, par l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, et par la CRES, la Chambre régionale. On est entre 10 et 15 000 suppressions d'emplois. Donc ça peut être vraiment catastrophique. Et derrière tout ça, avec un deuxième effet, c'est qu'on coupe les moyens à toutes les têtes de réseau qui agissaient de manière régionale et qui pouvaient venir en soutien aux acteurs. Moi, ce que j'observe directement, c'est des acteurs, ça peut être un établissement scolaire qui a moins de crédit éducatif, ça peut être une structure sociale, une structure d'insertion ou d'accompagnement pour des publics en situation de handicap, où là, on avait des crédits d'action qui étaient appelés. Mais si on n'a pas en plus le soutien des réseaux qui peuvent aider à trouver d'autres modèles, d'autres partenaires et à accompagner ces structures, là, on a vraiment un risque de grande fragilité. Merci Laurent Manoury d'être venu nous éclairer sur le fonctionnement finalement de cette collectivité et du Césaire. Donc je rappelle que c'est le Conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire. Si vous voulez des informations, césaire.paysdelaloire.fr, et je signale quand même cultureducoeur.org parce que c'est un très très beau réseau national dans lequel vous êtes très actif, Laurent Manoury. Merci. Ce matin, on parlait drone et nouvelles technologies au lycée professionnel Funé-Hélène Boucher. Des professionnels de la sécurité et du bâtiment ont enseigné aux élèves l'utilisation d'innovations comme le drone pour gagner en performance. Des technologies auxquelles les élèves seront désormais formés au lycée Funé-Hélène Boucher et certainement dès la rentrée prochaine. Le reportage d'Elisa Cribier. Il ne faut plus qu'une quinzaine de minutes à Christian pour prendre les mesures d'un bâtiment. Grâce à l'utilisation du drone, réaliser des devis de chantier est devenu beaucoup plus rapide. Le principe est de faire en sorte que le drone prenne des photos d'un bâtiment. Ce drone a un GPS, ce qui permet que chaque photographie prise par le drone a ses propres coordonnées GPS. Et ensuite, on prend ces photographies pour en faire des calculs assez complexes pour transformer ces photos, qui sont du 2D, en une maquette 3D.
ce qui permet en fait, à l'artisan du bâtiment de mesurer avec la souris la surface du toit, la longueur des gouttières, la hauteur des pignons pour faire un devis pour poser des ardoises, des isolations. Un gain de temps, mais aussi une économie de moyens humains, comme dans la gendarmerie où les drones sont déjà utilisés depuis 4 à 5 ans. La principale utilisation du drone, c'est justement la recherche de personnes. C'est là où il est plus facile d'avoir une vision 3D d'un événement, plutôt que de déployer une multitude de personnes au sol. Vous prenez une vue 3D, vous avez une vue donc générale, globale, et ça évite. Déjà, ça permet de gagner du temps au niveau du survol, de la surveillance, de la recherche, et aussi ça vous fait une économie de personnel, quoi. Grâce à l'innovation, les métiers évoluent, mais les formations aussi. La rentrée prochaine, nous allons accueillir la première année de Bac Pro qui intègre le nouveau programme avec l'usage de nouvelles technologies comme des scanners 3D, fixes, mobiles, mais aussi l'usage de drones dans les métiers de géomètre-topographe. Donc c'est imminent, c'est tout de suite. Pour pouvoir enseigner ce nouveau programme, le lycée doit s'équiper d'au moins 3 drones. Un achat qui s'élèverait entre 75 000 et 105 000 euros. On termine ce journal avec un coup de chapeau pour une association, Laure. Oui, on vous parle d'elle depuis quelques temps. Le jeune Timéo, président de l'association Mamerton à Mamers et son papa se mobilisent pour le Téléthon, accompagné de la radio associative Les Alpes Mancelles, vous la connaissez. Leur projet, collecter des piles usagées afin de les revendre et de reverser la somme au Téléthon. L'opération dure jusqu'au 31 janvier et on dirait que la petite équipe va atteindre son objectif de dépasser les 3 tonnes de piles cette année. C'est une information de nos confrères du Maine Libre. Chaque tonne récoltée permet de verser 250 €. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous croisez leurs conteneurs de récupération dans les supermarchés du Nord-Sarthe ou dans les établissements scolaires. Encore peu pour arriver à cet objectif. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. Laure Girard reçoit Thierry Mourlane, coordinateur du Festival international du voyage à vélo. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation pour ce vendredi soir reste toujours très calme, sans surprise étant donné la présence de l'anticyclone. Le ciel se montre plutôt bien dégagé, les températures sont hivernales avec 2 degrés au Mans. Nous aurons 3 degrés à Mamers, il fera 3 degrés à Saint-Calais, 2 degrés à Montval-sur-Loire, 2 degrés à La Flèche ou encore 3 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Concernant votre samedi matin, nous conserverons exactement les mêmes conditions météo avec ces hautes pressions qui nous protègent et qui nous garantissent un temps calme. Le soleil sera présent en alternance avec quelques passages nuageux, parfois nombreux, mais sans conséquence. Les températures afficheront des valeurs négatives localement avec moins 1 degré par exemple à Montval-sur-Loire, moins 1 degré à Saint-Calais, moins 1 à La Flèche. Il fera 1 degré au Mans, moins 1 degré pour Sciez-le-Guillaume. Concernant votre seconde partie de journée, il s'agira exactement des mêmes conditions météo, toujours dominé par la présence du soleil, de quelques passages nuageux. Les températures resteront froides. Nous aurons 2 degrés au Mans, 2 degrés pour Mamers, donc ça évolue peu en comparaison du matin localement. Nous aurons 3 degrés à Saint-Calais, 3 degrés à Montval-sur-Loire, 3 degrés à La Flèche ou encore à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre tendance pour la journée de dimanche, les conditions météo resteront toujours anticycloniques, mais cette fois-ci, nous devrons composer avec la présence d'une importante couverture nuageuse. Les brouillards seront présents au matin et puis par la suite, c'est la grisaille qui persistera. Les températures afficheront toujours des valeurs hivernales au meilleur de la journée avec 3 degrés au Mans, 2 degrés à Mamers. Il fera 3 à Montval-sur-Loire, 3 degrés à La Flèche, 3 degrés à Sablé-sur-Sarthe ou encore à Saint-Calais. Pour votre journée de lundi, la situation sera plus ensoleillée. Nous conserverons toujours des conditions météo anticycloniques, mais cette fois-ci, le soleil sera plus présent et brillera sans trop de difficultés. Les températures afficheront 5 degrés au Mans, 3 degrés à Mamers, 4 degrés à Montval-sur-Loire. En ce samedi 18 janvier, nous gagnerons encore quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
On termine la semaine ensemble et on est bien en ce vendredi 17 janvier dans Au quotidien. La suite, on commence par la qualité de l'air. Ce vendredi, les indices étaient dégradés à mauvais sur une grande partie du département, toujours en raison de l'anticyclone, de l'absence de vent et des polluants en suspension dans l'air. Principal polluant, les particules fines à 2,5 microns qui sont principalement liées au chauffage au bois résidentiel. Ce samedi, vous le voyez, la situation devrait même s'aggraver. Donc prudence, si vous avez des maladies chroniques, il est déconseillé de faire du sport intense en extérieur. On reçoit notre invité Thierry Mourlane, coordinateur du très beau Festival international du voyage à vélo. Ça se passe les 8 et 9 février prochains au Palais des Congrès du Mans. Merci d'être venu, Monsieur Mourlane, à vélo, bien entendu. Bien sûr. Bien sûr. Merci à vous de m'avoir invité. Un événement, alors vraiment qui a cartonné l'année dernière. Hein, c'était également au Palais des Congrès du Mans. L'ambiance, vous m'avez dit, était tout simplement magique. Oui, en fait, on ne nous attendait pas, puisque on est venu au Mans après 36 années en région parisienne. Et ce 37e festival, on a eu un peu de mal à convaincre qu'on pouvait peut-être remplir le Palais des Congrès. Et puis on l'a rempli au-delà de nos espérances. Ça a été le plus beau festival qu'on a jamais fait. Incroyable. Enfin, je pense. Je n'ai pas l'historique complet dans ma tête. Et il y a eu une ambiance vraiment magique avec des gens qui étaient tous contents d'être venus, on a souri tout le week-end et moi j'étais très heureux que l'ambiance soit telle, quoi. Alors les 8 et 9 février, il faut bien comprendre que les salles A, B, C et le hall du Palais des Congrès sont pleines avec des projections, des échanges, des ateliers, notamment avec nos amis Cyclamen, l'association Cyclamen, mais pas seulement. Vous pourrez avoir des conseils pratiques, comment préparer son vélo par exemple pour faire un voyage en vélo, puisque c'est le sujet, comment procéder pour se lancer pour une première fois, parce que voilà, il faut une première fois, donc il y a peut-être des bons conseils. La question du transport d'un vélo en train aussi, dans toute l'Europe. Parce que c'est un festival qui s'ouvre sur l'Europe. C'est très important pour ce festival. C'est un festival qui essaye de s'ouvrir pour éviter qu'on prenne maintenant le vélo, qu'on le jette dans le train et qu'on aille à l'autre bout du monde pour pédaler pendant 15 jours. On pense qu'on peut visiter, déjà rien qu'en restant en Europe, si on a un mois, on peut largement quitter la France, aller en Italie, aller dans les pays scandinaves, et en utilisant que le train et des moyens pas trop consommateurs de CO2. Vous êtes partisan du voyage aussi à quelques kilomètres de chez soi. On peut voyager à quelques kilomètres de chez soi. C'est toute une philosophie. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'association et les premiers festivals, c'était toujours des gens qui avaient fait 4 tours du monde, qui avaient un... Il y avait un petit côté exploit quand même. Hein. Oui, mais c'était l'époque, c'est dans les années 80, voilà. Et puis, petit à petit, on a découvert des familles qui voyageaient, des gens qui finalement faisaient les pays de la Loire et nous ramenaient aussi pour le festival, il y a beaucoup de films, nous ramenaient des films qui valaient largement un couple ou un homme seul qui était parti faire le tour du monde. Et on s'est dit, mais oui, le voyage à vélo, c'est aussi, entre guillemets, des vacances à vélo et c'est parfait. Il faut de plus en plus que les gens aillent vers ça. Est-ce que vous avez un exemple de film, justement? Il y a beaucoup de projections, on n'a pas forcément le détail de la programmation. Est-ce que vous avez un exemple de film, par exemple, d'un amateur qui serait parti, qui vous a touché plus que d'autres? Alors déjà, tous les films sont amateurs, normalement. Après, il y a des gens qui ont des prétentions un peu professionnelles, mais sont essentiellement amateurs. Bien sûr. Il y a plusieurs films qui me touchent, moi, personnellement, mais il y en a un qui est vraiment tout à fait par hasard. C'est une rencontre sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui réside tout près du Mans et qui est parti faire Le Mans-Toulouse en vélo, mais sur un vélo très particulier puisqu'il est tétraplégique et seul, il a pédalé seul quand même, et il a fait Le Mans, qui est sa ville où il vit, à Toulouse, la ville où il est né. Voilà, c'est un tout petit film, mais c'est un film plein d'émotions. Ah ouais, vous avez de l'émotion dans la voix quand vous en parlez, ça donne très très envie d'y aller. C'est pas très cher, plein tarif, 6 €, 5 € pour les demandeurs d'emploi, moins de 25 ans et adhérents à une association cycliste également. Cyclamen, AF3V, voilà. Voilà. En effet. Vous avez toutes les informations sur festival.cyclo-du6, camping.international. Vous avez la programmation complète pour ces 2 jours. Vous attendez combien de personnes au moins? C'était plein l'année dernière. L'an dernier, on a vendu presque 4000 places de cinéma. Le succès, et on ne comptabilise pas puisque l'entrée est gratuite. Donc les gens qui veulent venir voir les stands, les expositions ne payent pas.
Donc ceux-là, on ne sait pas, mais on sait qu'on a eu sans doute 3 000 à 4 000 visiteurs. Avec une très belle ambiance. On voit les images de l'année dernière qui ont été réalisées par l'équipe de production d'LMTV Sarthe. Oui. Merci pour ces images. Merci pour cette bonne humeur et cette autre vision du voyage à vélo. Festival international, on le redit quand même. Et c'est au Mans que ça se passe, au Palais des Congrès, les 8 et 9 février. Merci à vous. On joue pour gagner 2 places pour un anniversaire, les 20 ans dans l'œil d'Alliance, un groupe créé en janvier 2005 avec 7 chanteuses qui veulent se divertir et divertir les autres. Ça aussi, c'est un beau programme. Gagnez vos places à l'un des 2 concerts, samedi 25 janvier à 20h30 ou dimanche 26 janvier à 15h30. Salle Jean Carmé à Allonne. Pour jouer, vous savez comment faire. Vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr, votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone et un petit mot sympa pour Laurence. Ça fait toujours plaisir. Tout de suite, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Aurel Caillos reçoit toute son équipe avec les Sartois du web. Nous, on se dit à lundi, 18h30 en direct. D'ici là, passez un très bon week-end sur LMTV. Salut.